Le 14 juin dernier, on est allé avec une partie de mon équipe au XR Days à Lyon et on a eu l'occasion de tester le casque Lynx R1. Ouais, le fameux casque Lynx R1 français. Du coup, comme vous nous avez demandé de vous faire un petit retour dessus, eh bien c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo juste après le générique. Alors avant de commencer, petit récap, qu'est-ce que c'est que les XR Days? Les XR Days, c'est un événement qui est organisé par la Ruche Industrielle à Lyon et qui a pour but de rassembler en fait des industriels qui utilisent les technologies immersives. Le mot d'ordre étant de faire en sorte de rassembler des gens qui ne sont pas en concurrence afin de favoriser, on va dire, le partage des connaissances plutôt que de se dire non, je ne vais pas partager ça parce que mon concurrent va l'utiliser contre moi. Donc il y a vraiment une ambiance qui est très très sympa parce qu'on est vraiment dans cette idée du partage de connaissances et ça crée vraiment une ambiance qui est très très particulière, très agréable. Du coup, Lynx, c'est quoi? C'est une boîte française, et ça c'est un truc qui est assez incroyable quand même, c'est une boîte française qui crée un nouveau casque de réalité virtuelle et de réalité mixte. Alors c'est un outsider complet qui était pas du tout connu il y a pas si longtemps que ça, et qui arrive sur le marché très très prochainement avec un casque qui fait de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Pour vous donner un ordre d'idée de où est-ce qu'ils en sont, ils ont déjà propulsé un Kickstarter avec pas loin de 725 000 euros de revenus, ce qui est quand même assez costaud. Et là, tout récemment, ça a été annoncé il y a quelques semaines, au moment où je tourne cette vidéo, ils ont levé 4 millions d'euros en série A en termes de financement. Donc en fait, ils commencent vraiment à peser dans le game, comme on dit. Donc c'est un outsider en comparaison des gros mastodontes qu'on a en face, comme on peut avoir Meta, comme on peut avoir HTC, comme on peut avoir Pico. Mais mine de rien, on va le voir juste après par rapport à mon test de leur casque, ils n'ont pas à avoir honte du matériel qu'ils proposent aujourd'hui. Si on regarde en termes de spécifications un petit peu techniques, je vais lire mes notes pour vous donner ça. Honnêtement, c'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est plutôt cool pour un casque qui sort comme ça. Premier point qui est intéressant, il y a un IPD qui est réglable. Alors ça paraît idiot comme ça, donc c'est la distance interpupillaire. Vous pouvez régler en fait la distance des lentilles par rapport à vos yeux. Typiquement sur le MetaQuest, vous n'avez que 3 positions et ça peut être très désagréable pour des gens qui ont des écartements d'yeux qui ne sont pas, on va dire, standard ou très représenté par les possibilités de paramétrage. Donc le fait d'avoir cette possibilité-là, c'est quand même un truc qui est assez cool en termes de confort d'utilisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une résolution de 1600 px par 1600 px par œil, ce qui est on ne peut plus raisonnable entre nous pour des casques aujourd'hui. On a un rafraîchissement à 90 Hz, ce qui est, on va dire, standard aujourd'hui sur des casques de réalité virtuelle. On a un champ de vision à 90 degrés, ce qui est plutôt bien. On peut forcément faire mieux, mais aujourd'hui, honnêtement, c'est pas mal. Et on va revenir juste après par rapport au retour d'expérience. C'est pas si faible que ça en termes de champ de vision. C'est suffisant pour faire des trucs cool. Le casque fait 500 grammes. Voilà, on en reparlera. Le casque présente une autonomie de 3 heures, donc en utilisation autonome, mais si vous le branchez, forcément, il y a une autonomie qui est un petit peu plus grande. Et enfin, en termes de tarifs, on est sur du 599 $ pour la version classique développeur et du 1099 $ pour la version que vous pouvez revendre à vos clients. Alors le premier point dont je voudrais vous parler, c'est le poids. Si on compare par exemple à un MetaQuest, le MetaQuest 2 fait 502 ou 503 grammes, je crois, un truc comme ça, et le Lynx R1 fait 500 grammes, donc c'est on va dire, c'est quasiment la même chose, et pourtant le ressenti du poids est pas du tout le même. Il y a une gestion de l'équilibrage du casque qui est excellente sur le R1, qui fait que en fait vous avez la batterie qui est vraiment placée à l'arrière et vous avez vraiment un équilibrage du poids au niveau du dessus de votre crâne, et c'est extrêmement agréable à porter. Quand vous le mettez sur la tête, en fait, vous n'avez pas l'impression d'avoir un gros truc sur vous, c'est ultra léger. Et ça, en fait, c'est super plaisant. C'est super plaisant parce que déjà, c'est agréable à porter et surtout, c'est moins contraignant et ça permet de pouvoir le garder sur la tête plus longtemps sans commencer à avoir des douleurs diverses ou la sensation d'avoir du poids sur les épaules. Ensuite, le second point qui peut être un petit peu surprenant, c'est le jeu de lentilles qu'ils ont utilisé. On a, selon les différents types de casques, on va avoir différents types de lentilles qui sont plus ou moins sur le même principe. Il faut que j'arrête de taper mon micro. Là, ce qui est surprenant avec le Lynx R1, c'est que les lentilles sont vraiment très particulières puisque la diffraction est vraiment coupée en 4. Et quand on regarde le casque, quand on regarde les lentilles en fait sans avoir le casque allumé, ça donne une impression de bizarre. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, quand on le met sur la tête, ça devient littéralement invisible. Donc ça marche, ma foi, ça marche bien. Donc voilà, outre le côté un petit peu surprenant parce que c'est pas un format de lentille qu'on a l'habitude de voir, pour le coup, ça marche plutôt bien.
Ensuite, il y a un point qui est un petit peu surprenant que je voulais aborder, c'est le fait que les bords du casque sont naturellement ouverts. C'est-à-dire que quand vous allez mettre le casque devant vous, en fait, vous n'allez pas être fermé sur les côtés, vous allez avoir votre champ de vision périphérique qui est gardé ouvert, puisque c'est pas un casque qui est fermé de base, c'est un casque qui est ouvert de base. C'est-à-dire que vous allez avoir l'écran qui va être là, vous allez avoir les lentilles devant les yeux, donc ce qui va être devant votre champ de vision. Oui, je sais, j'ai l'air ridicule comme ça. Voilà. Quand vous êtes devant le casque comme ça, en fait, vous allez du coup voir l'expérience en réalité virtuelle. Par contre, et ça c'est quelque chose que je trouve assez incroyable, ça paraît bizarre comme ça, mais faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte. En fait, on garde son champ de vision périphérique. Ce qui fait que vous allez continuer de voir du coup le reste de votre environnement autour de vous. Et en face de vous seulement, vous allez avoir la partie immersive, donc soit en réalité virtuelle, soit en réalité augmentée. Et c'est là où c'est incroyable, c'est que sur le devant, vous avez des caméras qui permettent de faire du pass-through, c'est-à-dire que vous pouvez voir dans le casque ce que vous voyez devant vous, et vous pouvez vous en servir comme outil de réalité augmentée. Et dans cette approche réalité augmentée, c'est super intéressant parce que du coup on garde vraiment la perception de son environnement large, dans le sens où on garde son champ de vision périphérique, et par contre sur notre champ d'attention, on va pouvoir avoir des éléments en réalité augmentée. Et typiquement, une des choses qui était embêtante par rapport aux casques de réalité virtuelle qui permettent de faire de la réalité augmentée, c'est qu'on est très restreint par le champ de vision du casque, et on perd complètement cette notion de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Alors que là, justement, comme le casque est ouvert, et ben en fait, on peut toujours voir notre collègue qui est à côté de nous, on entend toujours parce qu'on n'a pas forcément d'écouteurs. En fait, on reste présent dans le réel et on a vraiment l'activité immersive qui vient se rajouter par-dessus. Et au début, j'étais un petit peu circonspect par rapport à ça, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est vraiment génial. Pour des expériences en réalité augmentée, c'est juste incroyable, parce qu'on reste vraiment dans le présent. Et si vous voulez du coup utiliser ce casque pour faire de la réalité virtuelle au sens propre du terme, en fait vous pouvez acheter un cache supplémentaire qui viendra se mettre en fait autour de vos yeux pour venir cacher l'extérieur, afin de faire en sorte que vous ayez vraiment une immersion totale et que vous ne voyez que l'écran en face de vous via les lentilles. Ensuite, il y a un tout petit point technique, mais qui change littéralement toute la donne, c'est le fait de pouvoir mettre le casque et de pouvoir tout simplement relever la partie écran avec les lentilles. Ça a l'air d'être un détail ridicule comme ça, mais c'est un détail qui change pour moi tout sur ce casque. C'est que vous pouvez en fait juste relever la partie casque et voir ce qu'il y a autour de vous en fait. Et si on cumule ça au fait que le casque n'est pas très lourd et qu'il est très bien équilibré, et ben en fait ça en fait un outil que vous pouvez littéralement garder sur la tête toute la journée pour faire votre travail, et que quand vous avez besoin de faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, et bien vous rebaissez les lentilles, vous faites ce que vous avez à faire et potentiellement vous allez les relever tout en fait gardant le casque sur vous. Donc si vous travaillez dans le domaine de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, je suis sûr que vous connaissez cette problématique du fait de devoir mettre le casque, de l'enlever, de le mettre, de l'enlever. Si comme moi vous portez des lunettes, c'est un enfer parce que vous vous arrachez à chaque fois le front parce que vos lunettes partent avec, c'est un calvaire. Et bien avec ce genre de casque, et bien ce genre de problème il est résolu parce qu'en fait vous allez simplement le garder sur la tête, relever quand vous êtes sur votre clavier à faire vos choses, vous lancez le test de votre application, vous redescendez le casque et paf, ça marche tout de suite quoi. Donc moi je trouve que ça c'est le genre de petits détails techniques qui montrent vraiment que ça c'est le genre d'outil en termes de matériel qui pourrait être utilisé littéralement à l'échelle de toute une journée. Aujourd'hui, je me vois pas garder un MetaQuest 2 sur la tête toute la journée parce qu'au bout d'un moment, j'aurais trop chaud et ça serait trop lourd et j'en pourrais plus. Voilà, et pourtant, je suis le premier à dire à la VR, c'est trop bien. Par contre, un casque comme ça, clairement, oui, c'est quelque chose que je me vois porter toute la journée, pas forcément avec les lentilles devant les yeux, hein, mais le garder sur la tête toute la journée pour faire mon travail de développeur de réalité virtuelle. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est vraiment super cool. Et du coup, quand je parle de cette idée de moi, ça me plairait bien de garder ce casque-là toute la journée sur la tête, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Shuki, qui me disait, en fait, les développeurs de chez Lynx, en fait, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils gardent littéralement leur casque sur la tête toute la journée, ils le relèvent, ils le redescendent, ils le relèvent quand ils en ont besoin. Donc, en fait, ça marche. C'est juste, ça, dans ce cas d'usage, ça marche, quoi.
Je vais continuer avec un tout petit bémol, ça va être la colorimétrie de l'écran. Alors sur la version du casque que j'ai testé, alors ce qu'il faut savoir c'est que les versions qui présentent sur les salons c'est encore des versions de dev, parce que les versions finales sont pas tout à fait terminées, ils sont en train de boucler tout ça, donc il y a encore des petits réglages qui sont en cours. Mais sur la version que j'ai testée en tout cas sur le salon des XR Days, j'ai trouvé que l'écran avait une petite couleur un petit peu trop bleutée, ce qui faisait que ça dénotait beaucoup trop avec le réel. C'est là où c'est dommage, dans le sens où on garde cette vision de l'extérieur, et si la teinte de l'écran n'est pas tout à fait correcte par rapport à ce qu'on a autour de nous, et ben ça crée une espèce de petite dissonance. Donc j'espère que sur cette partie-là, ils arriveront à faire des petits réglages pour affiner ça, voire potentiellement de rendre ça paramétrable pour faire en sorte que selon l'environnement dans lequel on travaille, on puisse régler un petit peu la luminosité ou certaines teintes de couleurs pour faire en sorte que le rendu il soit un petit peu plus raccord en fait avec notre environnement de travail. S'ils arrivent à faire ça, ça serait le rêve. Et enfin, le dernier point, probablement celui qui m'a le plus sidéré par rapport à ça, c'est le hand tracking. Sur le R1, on a le support du hand tracking, donc la détection des mains, et on peut interagir avec. Donc ils ont intégré le système Ultralip, qui est un des meilleurs systèmes de tracking au monde aujourd'hui, si ce n'est le meilleur, je vous laisserai juger. Toujours est-il qu'ils ont intégré dans leur hardware des caméras et du suivi via Ultralip. Sauf qu'ils sont allés encore plus loin que ça, puisque habituellement ce qui se passe quand on va faire de l'intégration comme ça, on va intégrer le hardware, on va récupérer les inputs, les entrées captées par les différentes caméras et tout ça, on va envoyer ça au logiciel qui va le traiter et ensuite on va l'utiliser. Sauf que du coup ça consomme du CPU, c'est pas très rapide, même si ça reste quand même très rapide. On a des résultats qui sont corrects, mais chez les équipes de Lynx, comme c'est des gros fous furieux, ils se sont dit non, c'est pas assez. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont créé littéralement une puce électronique dédiée à ça et qui traite les flux en direct. Pareil pour la capture vidéo, ils ont fait des puces sur mesure pour ça, histoire de faire en sorte que le temps de latence soit le plus faible possible. Alors je sais que je parle un petit peu de jargon technique, là je suis désolé, je ferme ma parenthèse, mais ce qui se passe au final, c'est que la latence de détection du hand tracking est juste incroyable. De tous les casques que j'ai testés qui utilisent du hand tracking, j'ai jamais vu un truc aussi précis et rapide que ça. Et ça pour moi c'est juste incroyable en termes de prise en main. C'est juste surprenant. J'ai été bluffé à quel point c'est hyper rapide. C'est vraiment, on arrive vraiment à un côté où voilà, on attrape des trucs et c'est instantané, on n'a pas un délai, un décalage comme ça peut être sur le HoloLens par exemple. Sur le HoloLens, le hand tracking marche bien, mais on a un énorme décalage. Alors en termes de temps, c'est peut-être pas beaucoup, mais en termes de perception, en fait, on a un décalage entre le mouvement qu'on va faire et la détection qui va être faite derrière. Et même si au final ça marche d'un point de vue fonctionnel, ça donne une espèce d'un petit peu, on a un peu l'impression que c'est laborieux, quoi, c'est difficile, c'est pas fluide. Et là, avec le Lynx R1, c'était juste incroyable. On fait une action, c'est pris en compte tout de suite, c'est quasiment instantané, ou en tout cas, pour le cerveau, on a l'impression que c'est vraiment raccord avec le mouvement qu'on fait. Et ça, je pense que c'est un gros point positif pour le casque, parce que ça rend l'utilisation beaucoup plus agréable. Voilà, donc pour conclure, de mon point de vue, ce casque est assez fou. Je vous invite sérieusement à le tester si vous avez l'occasion. Je vous arrête tout de suite, je n'ai pas d'action chez Lynx. Je pourrais, parce que franchement, leur casque est vraiment génial, mais c'est vraiment... Le casque m'a l'air vraiment cool. Donc, si vous avez l'occasion de le tester, vraiment, jetez-vous dessus, faites-vous votre propre opinion. Mais en tout cas, moi de mon côté, je vais très probablement en acheter au moins un, voire plusieurs, pour équiper mon équipe, histoire d'avoir un bon outil de travail qui nous fait gagner du temps en fait, en termes d'interaction et de production. Parce que comme je le disais juste avant, mettre un casque, l'enlever, le mettre, l'enlever, au bout d'une journée, 2 jours, ou même d'un mois de production, à faire ça 50, 100 fois par jour, ça finit par être fatigant, on perd du temps, et c'est pas du temps qui est utilisé de manière utile. Voilà. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ce genre de format. Ça doit être une des rares vidéos qu'on a pu faire sur lequel je fais un retour de test. Alors du coup, j'ai pas de casque à vous montrer parce que je ne l'ai pas encore acheté, mais dès que ça sera fait, je me ferai un plaisir de vous le remontrer et peut-être de vous réexpliquer un petit peu tout ça. Toujours est-il que je vous dis, portez-vous bien, on se retrouve sur la prochaine vidéo, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, puisque c'est le programme de l'été. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt!